Décadence, l'ouvrage est le deuxième tome d'une œuvre qui s'annonce à bien des égards magistrale après la fin d'un monde chez Albin Michel. Patrick Buisson publie Décadence chez Albin Michel toujours et en vente bien évidemment sur le site tvl.fr, sur la boutique tvl.fr. Patrick Buisson, bonjour. Bonjour Martial. Merci d'être avec nous sur TV Liberté. Nous en étions restés aux 15 piteuses de 1960 à 1975 qui ont fabriqué, disiez-vous, dans la fin d'un monde, qui a fabriqué l'homme nouveau, l'homo economicus, l'homme réduit au simple rang de consommateur. Et on reprend le fil de l'histoire avec Décadence, une référence quand même surprenante à Gainsbourg, qu'on va retrouver d'ailleurs tout au long du livre. Gainsbourg vous inspire pour le meilleur et pour le pire. Parce que ce n'était pas simplement qu'un chanteur, il a incarné une époque. De manière, c'était le grand transgresseur, ou grand transgressif, comme vous voulez. Quand on écoute d'ailleurs la chanson qui marque cette époque, Je t'aime moi non plus, ce tube qui, effectivement, était une provocation. Elle se termine par des paroles inattendues chez Gainsbourg, que personne n'a entendues d'ailleurs. L'amour physique est sans issue. On vit la révolution sexuelle, la grande libération qui va nous débarrasser de cette oppression extraordinaire qui a pesé sur l'homme pendant des siècles. Et Gainsbourg, qui est la figure de cette libération, dit « ben non, vous faites fausse route ». C'est à la fois curieux, paradoxal, et en même temps, c'est une introduction au propos de Décadence. Après le volet du sacré que j'ai essayé d'explorer dans La fin d'un monde, je me suis intéressé à la révolution dans le monde du profane, avec un fil conducteur qui me paraît limpide. L'anthropofacture, la fabrique d'une nouvelle humanité qui est en cours durant ces années-là, a finalement le même objectif, quel que soit l'ordre ou le domaine où elle s'exerce. Réduire l'homme, son identité, à ce qu'il a de plus impersonnel. La sexualité et la consommation. On va consommer de la marchandise, comme on consomme des corps, comme on consomme du sexe. Rien n'est plus impersonnel que le sexe. 69 positions, quelques perversions en plus, mais elles ont été explorées déjà depuis des millénaires. Eh bien, c'est le passage de l'homo religiosus, habité par la notion du sacré, à l'homo economicus, qui lui-même engendre l'homo eroticus. C'est l'objet de ce second temps. On passe de l'homo economicus à l'homo eroticus, de la déchristianisation évoquée dans La fin d'un monde, dans le parcours des civilisations de nos sociétés. Là, vous mettez en cause directement, et au risque quand même d'être totalement incompris, pardonnez-moi de le dire, vous mettez en cause la libération des mœurs, la désinhibition. Alors, j'ai bien conscience de toucher au nouveau sacré. C'est un acquis, pas social, mais c'est un acquis. C'est un acquis qui commence à être remis en cause sous bien des aspects, on en parlera dans un instant. L'homme réduit à ce qu'il consomme, le corps ou le sexe. Oui, c'est vrai, cette libération sexuelle a été présentée comme l'acte transgressif par excellence, l'acte subversif par excellence. Alors que ça va devenir rapidement, et pour cause, on en parlait à l'instant, le lieu de tous les conformismes finalement. Et c'est ce qui caractérise l'époque. Au nom de l'individualisation, on va assister à une homogénéisation parfaite, je veux dire. On met en avance la personnalité et on efface la personne. C'est ça l'enjeu de cette période, c'est-à-dire un phénomène, une entreprise d'ingénierie sociale qui consiste, au nom de l'affirmation de la personnalité, à faire disparaître la personne dans sa dualité, c'est-à-dire corps et âme. Car je consacre plusieurs chapitres à ce sujet, il y a aussi un projet de transformation du corps, qui n'est évidemment pas innocent. La période se caractérise par l'impensé du corps maternel. Vous regardez toute la publicité et la mode, ce sont des filles de type androgyne, filiformes, longilines, Françoise Hardy par exemple, Jade Birkin, Marlène Jobert, dont la silhouette oscille entre la gamine et le squelette, mais il n'y a plus la figure de la mère. La Vénus génitrix, la femme des sculpteurs, Mayol, Rodin, a totalement disparu.
Et cela coïncide avec la plongée, le collapsus démographique auquel on assiste durant cette période. On est toujours sur cette vraiment période-là et on va y rester dans cet ouvrage parce que c'est une époque charnière pour vous, une période charnière. Et vous dites, bon, dans les années 60, vous pointez du doigt tout d'abord le rôle de la publicité et la transformation. Et ça, c'est quand même essentiel. Vous dites que c'est même un tournant fatal de la jeunesse en marché et des jeunes en consommateurs. Et ça, c'est vraiment un processus. La jeunesse devient à part entière un acteur économique différencié des parents. Le capitalisme est une machine qui tourne bien, qui pense, qui agit et qui veut élargir le marché. Et à la fin des années 50, 2 catégories de population sont ciblées comme des marchés potentiels. Les femmes et les jeunes. Les femmes, le capitalisme les rêve salariées et acheteuses, parce que c'est son intérêt d'augmenter le nombre de consommateurs et de consommatrices. Et d'ailleurs, les enquêtes d'opinion le disent. Ce sont les 2 catégories qui considèrent le moins l'épargne et qui consomment le plus, les jeunes et les femmes. Les femmes, ils vont faire des salariés. Et il y a un intérêt convergent évident entre le dessein du capitalisme et même de ce qu'on va appeler le féminisme d'État, puisque cela va déteindre sur les politiques publiques, et le féminisme. Le féministe considère que la maternité est la principale source d'inégalité dans le travail, dans la mesure où il interrompt des carrières. Là, on parle d'une population qui est plutôt une population bourgeoise, mais qui a bien repéré ça. Et le capitalisme, effectivement, va chercher une armée de réserve du côté de cette main-d'œuvre féminine dans les années 60 pour en faire des consommatrices. D'une certaine manière, le féminisme a été l'idiot utile du capitalisme. Parce que on a adapté le corps féminin aux exigences du marché. La pilule, la contraception, la loi sur l'avortement ne naissent pas par hasard. Il faut effectivement faire de la femme un travailleur comme les autres, comme un homme. Voilà. Et ce qui est d'ailleurs très curieux, c'est qu'on propose à la femme, au nom d'une libération, d'une émancipation hypothétique, comme modèle l'excellence masculine. D'ailleurs, Simone de Beauvoir n'aura que ça durant sa vie. Elle critique la domination masculine, mais elle porte Sartre au pinacle, et sa référence, c'est le comportement des hommes. Donc, elle veut faire de la femme un homme comme un autre, finalement. Et le véritable dessein du féminisme, ce n'est pas le contrôle des naissances, c'est de libérer les femmes de leur destin naturel, qui était la maternité. Jusque-là, du moins. C'est là où ça va être quand même très polémique. Je poursuis sur ce que vous dites. C'est quand même très polémique parce que voilà, vous avez toute une description, une évocation de la déchéance du rôle du pater familias, c'est-à-dire la déchéance, le meurtre. On a assisté au meurtre du père. Et ça, là, je crois que tout le monde peut vous suivre. Mais alors, quand vous abordez la femme, vous semblez remettre en cause quand même son émancipation par le travail, sa libération par la contraception et l'avortement. Les femmes n'ont pas été contraintes. Je sais bien que les maîtres de la propaganda disaient qu'il fallait ne pas contraindre pour arriver à imposer son point de vue. Mais néanmoins, cette émancipation, les femmes la recherchaient. Et ils ne l'ont pas attendu les années 60. Alors, les combats commençaient dans les années 20, 10. Là, elle réclamait des droits politiques dans les années 1910-1920 contre la République qui refusait de leur accorder le droit de vote alors que toutes les monarchies européennes le leur avaient accordé. Alors, essayons de ne pas mélanger les choses. D'abord, je n'ai pas répondu à votre question sur la jeunesse. Je vous ai dit, oui, il y a 2 marchés potentiels que le capitalisme a ciblés et qu'il va développer, avec d'ailleurs, effectivement, ce phénomène extraordinaire qui est le rock'n'roll, qui est un produit de consommation en lui-même, parce qu'il génère une attitude, une mode vestimentaire, ce que le philosophe marxiste Kouskar appellera la liberté de l'uniforme. Tout le monde va s'habiller de la même manière au nom de l'émancipation, et la soumission à l'ordre économique chez les jeunes va être présentée comme une modalité de la révolte contre le système. Vous voyez la figure de James Dean, même d'une certaine manière celle de Johnny Hallyday, le blouson noir, le rocker, c'est une figure là aussi de subversion, alors que finalement c'est le support et l'homme sandwich de la révolution consumériste qui est en train de se mettre en place. Le rock va être l'incubateur d'une conscience de classe générationnelle, le début de la culture monde, si vous voulez. Mais cette culture monde, elle a l'objectif vendre de la marchandise, si vous voulez. Et l'homme réduit à ce qu'il consomme, une fois de plus. Et pour
amorcer un début de réponse à votre question sur ce que vous appelez une remise en cause. Non, j'essaye de comprendre. J'apporte des éléments. Vous me parlez du travail féminin. Le travail féminin, il a toujours existé. C'est la modalité du travail féminin qui change, c'est-à-dire l'apparition et le développement du salariat. Les femmes travaillaient dans les exploitations agricoles, les femmes travaillaient en tant qu'épouses d'artisans ou de commerçants, et le pourcentage de femmes actives est resté à peu près le même, autour de 35-36%, durant le XXe siècle. Ce qui est nouveau, c'est l'arrivée sur le marché à partir de 70 des classes féminines diplômées qui ont effectivement des objectifs et une logique très différente des femmes des milieux populaires. Les femmes des milieux populaires, lorsqu'elles ont vu la mère trimer à l'usine, elles ne veulent pas travailler. Il n'y a aucune revendication du travail. Et d'ailleurs, l'honneur ouvrier, c'est de faire en sorte que la femme ne travaille pas. Considère comme une question de standing social, de déchéance. La classe ouvrière, il faut bien le voir, est le conservatoire des mœurs au XXe siècle, alors qu'au XIXe siècle, elle apparaissait comme transgressive. On pratiquait l'union libre dans les milieux ouvriers. Au XXe siècle, on est marié, on ne divorce pas. L'avortement y est beaucoup moins important dans les catégories de classe moyenne ou la bourgeoisie. Jeannette von Vermersch, l'épouse de la compagne de Maurice Thorez, secrétaire général du Parti communiste, décrit l'avortement comme un vice bourgeois. Sociologiquement, elle a bien repéré de qui il était question. Et vous le savez, en fait, de patriarcat dans les familles ouvrières, même si l'homme essaie de maintenir une forme d'autorité, c'est un matriarcat budgétaire qui prévaut. L'homme remet sa paye à la femme. On paye encore d'ailleurs à la fin de la semaine. Et ce sont ces mœurs populaires qui sont considérées d'ailleurs par la bourgeoisie comme des archaïsmes. Il y a toujours eu, à l'égard des classes laborieuses, dites classes dangereuses par l'historien Les Chevaliers, formidable historien, un espèce de mépris de la part des classes bourgeoises. C'est très intéressant parce que dans la campagne pour libéraliser l'avortement, cette même bourgeoisie va mettre en avant le fait que les femmes des milieux défavorisés n'ont pas les moyens d'accéder à l'avortement en Suisse, en Hollande, et que finalement les avortements clandestins touchent surtout cette catégorie populaire. C'est faux. Quand on aura les premiers chiffres après l'application de la loi Veil en 1976, on se rendra compte que les mères de famille nombreuses ouvrières représentent 8% de la population des avortés et les femmes d'ouvriers ou des milieux populaires moins de 25%. Alors que la classe ouvrière, à l'époque, représente 35% de la population. Il y a toujours eu, à l'égard de la prolificité du monde ouvrier, une grande défiance de la bourgeoisie. Beaucoup trop d'enfants, ça coûte cher, avec ce portrait qu'on faisait la littérature du 19e, et notamment Zola, dans l'Assommoir. Ce sont des gens irresponsables, quoi. Il y a dans la volonté d'imposer une contraception, une nouvelle contraception techniquement très efficace, la volonté de mettre fin à cette prolificité ouvrière. Et d'ailleurs, le Parti communiste, dans les années 45-60, ne cesse de développer ce thème en disant, au fond, la force du prolétariat, c'est sa démographie, et donc il constitue une menace, et il est ressenti comme tel par la bourgeoisie. Démographie, là aussi, vous brisez un tabou en faisant un lien entre contraception, avortement et arrêt de la vitalité démographique dans le pays. Ce lien-là, vous le faites rarement, il a été fait, rarement. Il a été fait par tous les démographes un peu sérieux, notamment par celui qui était le président de l'INED à l'époque et titulaire de la chaire de démographie au Collège de France, je parlais d'Alfred Sauvy. Simone Veil, quand elle présente sa loi régularisant, libéralisant l'avortement, elle dit que ça n'aura pas d'effet sur la démographie. Les avortements légaux vont remplacer les avortements clandestins. En gros, c'est ce qu'elle explique à la tribune de l'Assemblée. C'est faux. Elle le sait d'ailleurs. On a sous les yeux l'expérience du bloc soviétique qui a libéralisé l'avortement dans les années 50-60, la Roumanie, la Hongrie, la Tchécoslovaquie, et où la natalité s'est effondrée. Le taux de fécondité des femmes s'est effondré. S'apercevant de cela, le régime communiste, le bloc de l'Est, va revenir
en mettant à nouveau des lois plus restrictives. Et la démographie va repartir. Et les chiffres sont là. La conjonction la contraception a toujours existé en France. Nous étions au XIXe siècle le pays qui avait le plus faible taux de natalité. Hein, l'historien Moreau, en 1788, disait on trompe la nature dans le moindre village. Il y avait déjà des préservatifs, le coït interrompu, les trains réservés. Il y avait déjà une forme de malthusianisme. Ariès s'étonnait du fait qu'on puisse raisonner comme si la contraception n'existait pas. Elle existait. Elle était même relativement efficace, et elle avait un effet d'ailleurs, c'est que les femmes obtenaient le nombre d'enfants désirés. 2,5 enfants désirés par femme, c'est curieux, mais c'est les chiffres arithmétiques, 2,5 obtenus. Vous voyez ? Bon. Et ça ne sera plus le cas après la loi Veil. C'est-à-dire qu'il y aura toujours le même nombre, en ce qui concerne le désir d'enfant, les femmes veulent entre 2 et 3 enfants, pour faire simple, et elles vont en obtenir moins de 2. À partir du moment où l'arsenal chimique, le stérilet, entre en vigueur, si vous voulez, la conjonction de la loi Veil et des lois sur la contraception, il y en a deux, celle de Neuwirth et celle de Veil, va avoir cet effet très particulier. Il faut bien comprendre que ces lois ont échoué. Ces lois sont un fiasco au regard des objectifs qu'elles affichaient. La loi Neuwirth et la loi Veil de décembre 1974, la deuxième loi sur la contraception, disent qu'il faut la contraception comme remède à l'avortement. Eh bien, non seulement ce n'est pas un remède, ce n'est pas donc une alternative, mais c'est complémentaire. En fait, on va voir que l'avortement est le service après-vente de la contraception. Échec des lois sur la contraception. La loi Veil, elle a pour objectif de s'adresser à quoi? C'est dans l'article 2 de la loi Veil. C'est un ultime recours pour les situations de détresse. À l'usage, on comprendra très vite, et Jean Foyer, à la tribune de l'Assemblée, dit non. Ce sera l'avortement de convenance. Et c'est l'avortement de convenance qui s'est imposé. Donc ces lois, par rapport à leur objectif, les politiques publiques, ont échoué. Et pourtant, elles sont unanimement, et vous le soulignez à l'instant, louangées. Là, je touche effectivement au nouveau sacré, parce que je dis des choses qui sont des réalités, mais qu'il ne faut pas dire. Rébus, en 2023, la gauche refuse de faire un lien entre la baisse de la natalité en France, la baisse de la politique nataliste, avec le fait qu'il y a un problème du coût des retraites. Eh bien, écoutez, la gauche refuse ça, mais la réalité, regardons les chiffres, mettons les choses à plat. 1973, 857 000 naissances. Après la deuxième loi Veil sur la contraception et la loi Veil sur l'avortement, 1976, 720 000 naissances. Taux de fécondité des femmes, 73, on est encore à 2,5. 76-78, on tombe entre 1,8 et 1,9. La politique familiale, qui était le consensus de toute la classe politique en 1945, du Parti communiste au RPF, en passant par la démocratie chrétienne, ce que j'appelle la Sainte Alliance de la Faucille et du Goupillon, tout le monde était d'accord, il y avait encore une culture du bien commun. Il faut une politique nataliste, car, selon la formule de Comte, la démographie, c'est le destin des peuples. Bon, eh bien, tout le monde est d'accord là-dessus. Les allocations familiales, l'allocation de salaire unique, c'est une politique non pas de redistribution, d'assistance, mais de rétribution. La nation rétribue le service rendu par les femmes à la collectivité, quelle que soit leur situation sociale et leur niveau de ressources. Il n'y a pas de conditions liées aux ressources ou de plafonnement liées au niveau de fortune des couples. Vous comprenez bien la différence entre redistribution et rétribution. Cette politique-là, elle prévaut jusqu'en 1965-1970. Elle a permis l'extraordinaire baby-boom qui va de 1942, parce qu'elle commence sous l'État français, avec l'allocation de salaire unique, jusqu'aux années 62, 63, 65. 65, c'est la césure. Bien. Alors, la démographie est la seule science humaine exacte. Vous me dites, la gauche peut dire tout ce qu'elle veut. La réalité, c'est ça. Ça ne sert à rien de défiler, de manifester, de gesticuler dans la rue aujourd'hui en pleurant après les années de retraite perdues. Les années de retraite perdues, ce sont les enfants que l'on n'a pas eus. Dans le régime de répartition, il y a un enjeu matriciel, celui des cotisants lié au nombre d'actifs. Ça, c'est de l'arithmétique, ce n'est pas de l'idéologie et ce n'est pas de la politique. Donc cette réalité, c'est que quand Simone Veil monte à la tribune au mois de novembre 1974. Elle dit bien sûr, ma loi sera accompagnée, parce qu'il faut qu'elle donne des gages à la majorité gaulliste, qui est hostile à ce projet de loi.
Ma loi s'accompagnera d'une grande loi d'accompagnement sur la politique familiale. Elle n'a jamais existé, cette loi derrière. C'est-à-dire que le revirement de la politique familiale à partir des années 70 sous Chaban, qui consiste à plafonner les allocations familiales en fonction du niveau de ressources des familles. Simone Veil promet en fait une politique de soutien aux mères en détresse, qui est, si j'ose dire, la pilule pour faire passer la loi sur l'avortement auprès de la majorité de droite, qui traîne les pieds. Vous le savez, les 2/3 de ces députés ne la voteront pas, voteront contre la loi de Simone Veil. Cette politique d'accompagnement, elle n'aura jamais lieu, elle ne sera pas mise en place. Et là, c'est une rupture qui fait que nous allons payer les conséquences de tout ça. J'ai été frappé, et je pense que ça devrait intéresser vos téléspectateurs, par les débats à l'Assemblée nationale au cours de la loi Veil. Qu'est-ce qui se passe? La plupart des députés gaullistes montent à la tribune. Michel Debré, Pierre Basse, Jean Foyer, pour dire tous à peu près la même chose. Le concept de grand remplacement n'existe pas. Renaud Camus ne l'a pas encore inventé. Tous disent « attention, madame ». Et notamment, ce sont les paroles de Michel Debré. Vous faites là une erreur historique monumentale. Prenez garde, madame. Des populations ont fait le choix de rajeunir, d'augmenter, de croître aux portes de chez nous, sur le bassin méditerranéen, alors que nous allons faire le choix de diminuer et de vieillir. Ce fil rouge, on le retrouve dans toutes les interventions des députés gaullistes. Alors, exprimé de façon plus ou moins abrupte. La peur, effectivement, que la dénatalité n'entraîne une subversion migratoire. Nous sommes là en novembre 1974. Un an auparavant est paru le livre de Jean Raspail, Le Camp des Saints, en 1973, qui commence à sensibiliser l'opinion à cette perspective. Ça a d'ailleurs été toujours très présent, c'est même consubstantiel au nationalisme. La peur de la dénatalité, c'est la peur finalement de perdre de la puissance vis-à-vis de l'étranger, pas simplement de la puissance, son identité, son histoire, ses mœurs, son patrimoine, de voir tout cela recouvert. Alfred Sauvy lance un avertissement qui vaut pour à la fois le gouvernement français et pour le gouvernement allemand qui fait le même choix à ce moment-là, en disant un peuple qui arrête la reprogrammation de la vie, qui arrête la reproduction de la vie, est un peuple qui consent à son déclassement, qui consent à sortir de l'histoire, dit Sauvy. Le mot de remplacement n'est pas là, mais c'est exactement la même idée. Personne, à l'époque, n'a eu l'idée de traiter Sauvy, Debré, les gaullistes, de racistes, de xénophobes, de complotistes, de gens qui sont... Et d'ailleurs, quand on voit la logique des choses, qui aujourd'hui s'oppose de manière la plus virulente à une politique familiale? On a vu quelques tentatives. Bruno Retailleau au Sénat, quelques députés RN ont tenté d'introduire des amendements prenant en compte les carrières des mères de famille et réintroduisant ce paramètre qui est le plus violent contre ça. Les écolos et les insoumis. Madame Rousseau, avec l'élégance qui la caractérise, lâcher nos utérus. Voilà. Il y a eu une grande mutation au cours de cette campagne présidentielle qui est finalement passée plutôt inaperçue. En tout cas, elle a été aperçue par quelqu'un qui fait des travaux très intéressants, c'est Pierre-Alexandre Taguieff, qui a fait un livre sur le grand remplacement. Et qui dit, jusqu'à présent, à gauche, on était pro-migrants, mais on n'osait pas s'afficher comme pro-migration. On y mettait des formes. On essayait d'euphémiser, on employait des litotes, on ne disait pas les choses crûment. Pour la première fois, Jean-Luc Mélenchon a mis les cartes sur la table, il a parlé de créolisation. L'avenir, c'est un peuple entièrement créolisé qui remplace le peuple historique. Vous voyez, pro-migrant, on est encore dans le compassionnel humanitaire. Pro-migration, on est vraiment dans un projet remplaciste. Et c'est ceux qui s'opposent le plus violemment aux mesures en faveur de la famille, comme M. Macron, qui n'a pas rétabli le caractère universel des allocations familiales. Hollande a encore replafonné en mettant une autre couche à ce qui avait été déjà détricoté depuis 20 ans ou 30 ans en France. Et donc là, nous payons les conséquences arithmétiques des choix faits par nos politiques depuis 40 ans. Martial Bill, il faut bien comprendre qu'on nous dit toujours, citant Thiers, gouverner c'est prévoir. Aucun n'a prévu. Parce qu'on a changé de temporalité
politique. La temporalité qui prévaut, juste un mot, c'est celle du temps court des individus qui a une rentabilité électorale immédiate, celle du temps long de la communauté et de la nation, et la politique démographique ne procure des retours sur investissement qu'au bout de 20 ans, hein, lorsqu'arrivent sur le marché du travail les jeunes. L'investissement dans le capital humain ne donne de retour que dans le temps long, qui est celui de la communauté et de la nation. Or, les politiques, maintenant, ils pensent à leur réélection, leur rentabilité électorale immédiate. C'est comme ça qu'on a vu, pendant 15 ans, 20 ans, la caisse des allocations familiales qui était excédentaire, dépouillée au profit des branches déficitaires qui étaient le chômage et la maladie. J'entends donc le discours, la limitation des naissances, c'est sous l'impulsion des mouvements féministes. Pas du tout, c'était une théorie aussi malthusienne qui datait du début du XXe siècle, c'était porté par les libertaires, par les loges maçonniques. Bref, c'était pas nouveau, mais alors, sans prendre au mouvement féministe, c'est pas seulement s'en prendre, c'est le rechercher. Parce que dans votre ouvrage, j'ai le sentiment que vous le cherchez, cherchez Noise à Rousseau et Co, si j'ose dire, parce que vous leur dites, voilà, il y a la disparition, la déconstruction de la femme mère, de la femme épouse, et puis vous dites, mais il y a eu la sexualisation du corps des femmes. Je vous cite, tout est désormais sexe dans le beau sexe, tout fait ventre et tout fait vendre. C'est-à-dire que le corps de la femme n'est pas une source de libération, mais si je vous entends bien, une source de revenus et donc d'emprisonnement aussi. Comment voulez-vous que ça soit entendu aujourd'hui ? Ça sera très bien entendu par la première génération des féministes, cher Martial Bill. Ce que je dis là, c'est-à-dire que ces lois dites lois de l'amour, les lois émancipatrices, elles réalisent, là je reprends encore une formule de Kluskar, parce que cet homme qui avait une culture, une formation marxiste a bien vu les choses, ces lois, soi-disant émancipatrices, elles réalisent le vieux programme de la phallocratie. L'accouplement sans la mise en couple. Le fait de consommer un maximum de femmes sans avoir à assurer l'entretien sentimental et financier. On va assister à une exploitation sexuelle massive des femmes parce que le marché obéit à cette loi très simple avec la pilule. Eh bien, on a une explosion de l'offre sexuelle de la part des femmes et donc une diminution du coût social de la relation. L'homme payait généralement du mariage, l'accès libre et constant au corps féminin. Il aura pu à le payer de ce prix-là. Le coût social de la relation s'effondre. Et donc, je disais, droit de cuissage permanent, voté par une assemblée d'hommes, qui pour la plupart pratiquaient l'adultère, plus de paternité menaçante, plus de fidélité encombrante, le vieil idéal masculin de l'accouplement sans l'engagement. Voilà. Et donc, dès le départ, c'est d'Amérique que ça vient, mais certaines féministes, et j'ai lu la production féministe de cette époque, et je l'ai bien étudiée, commencent à dire, attention que tout ça n'élargisse pas la domination masculine, nous allons être encore plus soumis aux impératifs sexuels masculins, parce qu'il n'y aura plus de risque. Donc l'exigence et la domination masculine va se faire plus forte. Donc on va remplacer une aliénation par une autre. Et une aliénation qui se complique d'une réification chimique. La dépendance des femmes à une police du corps, dépendance à l'égard des laboratoires pharmaceutiques, du corps médical masculin, il y a très peu de gynécologues féminins. Donc, une partie des féministes est très sensible à tout cela et voit bien que c'est un marché conçu par les hommes pour, au fond, mieux assouvir une sexualité essentiellement masculine. Et la pornographie aussi, domination masculine ? Bien sûr. À l'époque. À l'époque, c'est évident, je vais vous dire. Aujourd'hui encore. La pornographie s'adresse en premier lieu à un public des classes populaires, un public ouvrier. Quand on regarde les chiffres de fréquentation, on est frappé par ça. Pourquoi ? D'un côté, destitution biologique de l'homme avec la pilule. C'est lui, il n'a plus la maîtrise de la paternité, c'est la femme qui décide. Destitution juridique, la loi de 72 supprime la notion de chef de famille au profit de l'autorité parentale conjointe. Dépréciation de la force physique sur le plan économique. La force symbolique qui était le prolétaire, l'homme qui travaillait avec ses bras, avec son corps. La valeur marchande de la force physique s'effondre. L'ouvrier se sent déjà déclassé. D'ailleurs, c'est le début de la désindustrialisation. Et la pornographie, par ce culte phallique du virilisme, va offrir une sorte de compensation dans ce monde ouvrier masculin vis-à-vis des femmes, finalement,
qu'on met toujours en position de soumission au désir de l'homme, adorant le dieu phallus. C'est extraordinaire de voir ce qui se passe. Et je cite toujours, parce que je ne sais plus qui, je crois que c'est Bruckner et Finkielkraut dans Le désordre amoureux, qui disent « Jusqu'à, c'est le régime du proxénète et de la putain. Le proxénète, on libéralise la censure sur la pornographie. D'accord. La putain, on institue des taxes pour faire rentrer le maximum d'argent dans la caisse de l'État. Avec ce calcul, cette arrière-pensée, qui était évidemment là, c'est qu'on est très peu de temps après 68, 5 ans, 6 ans. La bourgeoisie redoute de voir revenir à nouveau mai 68. Giscard le premier, il représente ces classes dominantes favorisées. Et donc, on a le souci de ce que vont faire les classes laborieuses. Et on conçoit la libération de la pornographie comme un sédatif, comme une sorte de calmant, avec cette phrase prêtée à Poniatowski. Elle est peut-être trop belle pour être vraie, en tout cas elle a été dite à l'époque. Pendant qu'il se branle, il nous fout la paix pendant qu'il se branle en regardant des films porno. Ce cynisme d'ailleurs est bien dans la manière de ce type de gouvernant, et il ne faut pas du tout exclure du calcul, de ce calcul de l'esprit des dirigeants de l'époque. Néanmoins, vous mettez libération sexuelle, piège à con, c'est le sous-titre de votre éditeur. Libération au pluriel. Libération au pluriel, oui. C'était mieux. Oui. Mais vous auriez pu sous-titrer « Le patriarcat protège les femmes ». Comme ça, le livre aurait été brûlé plus rapidement. Il aurait été brûlé plus rapidement, mais il est fait pour être brûlé. D'ailleurs, ils adorent les autodafés et qu'ils le fassent. Oui, le patriarcat protégeait les femmes. Ben, on vient de donner un exemple. Longtemps, jusqu'en 75, le patriarcat a protégé les femmes d'une fantasmatique masculine envahissante. La pornographie, ça existait, mais sous le manteau. Hein, c'était dans les arrière-boutiques des commerces à Pigalle, où elle s'est donnée libre cours avec la libération sexuelle. C'est-à-dire cette image dégradée de la femme qui a envahi les écrans. Je dis que c'est la fête des corps sans tête, la pornographie, puisqu'on ne voit que les organes, réduits à leur expression mécanique, je veux dire. Hein. Le corps devient un corps parcellaire, un corps éclaté. L'être n'existe plus en tant qu'être humain, mais en tant que pièce détachée, on va dire ça comme ça, pièce détachée jouissive, voilà. Ce corps diminué coïncide avec la période, je veux dire, la femme diminuée coïncide avec la période de la femme augmentée. Qu'est-ce que j'appelle la femme augmentée ? Je pense que les techniques modernes de contraception sont le début du transhumanisme. On explique aux femmes, à cocotte, la nature t'a fait incomplète, puisque tu es incapable de maîtriser ta fécondité. Voilà. Donc, nous, on va t'augmenter, on va te compléter à l'aide d'une prothèse, soit chimique, la pilule, ou mécanique, le stérilet, et comme ça, tu seras doté d'une puissance théorique considérable. Voilà. Donc, c'est la femme augmentée. Et ce qui est très intéressant de voir, c'est que si la pilule est adoptée par les milieux encore, je veux dire, urbains, diplômés, il y a une résistance colossale des milieux populaires qui va durer 10 ans, 15 ans, malgré une propagande d'État extraordinaire, malgré la loi Fontanet, qui en 72 introduit l'éducation sexuelle. À l'époque, c'est pour permettre au planning familial de dire aux petites filles, regarde, à partir de 14 ou 15 ans, il y a un objet fabuleux d'émancipation qui existe, c'est la pilule. Cette propagande d'État se heurte à une résistance des femmes des milieux populaires qui va durer 10 ans, 15 ans. La progression de la pilule sera très lente, avec des mensonges d'État sur les dangers liés à la pilule. On nous a expliqué benoîtement pendant l'affaire du Covid que l'AstraZeneca, sur laquelle pesaient certaines suspicions, comportait 56 fois moins de risques que les pilules maxi-dosées des années 70. On l'a dit comme ça, alors qu'à l'époque, évidemment, on ne le disait pas. On cachait ce qui aujourd'hui fait l'objet de multiples procès. Je parle pour les États-Unis où les class action contre Bayer et les laboratoires pharmaceutiques se comptent par milliers, ou en France où la Cour d'appel de Paris a reconnu l'imputabilité d'accidents vasculaires à la prise de pilules et d'estrogène. Bon, mensonge d'État. Tout ça a été caché au départ. Il fallait absolument arriver au résultat de l'ingénierie sociale qui se mettait en route, c'est-à-dire effectivement libérer la femme pour qu'elle puisse travailler, être sur le marché du travail l'équivalent de l'homme. Donc,
la femme diminuée de la pornographie est allée de pair avec la femme augmentée par les techniques de contraception modernes qui ont eu pour effet, comme je vous le disais tout à l'heure en vous citant les chiffres, de détruire cette partie d'enfants dits non désirés, qui ne sont pas les enfants de l'amour, qui sont les enfants accidents, qui faisaient la vitalité démographique de la France depuis 30 ans encore. Il y a tout au long de l'ouvrage un constat qui se veut amer, bien sûr. L'effondrement des valeurs au nom de la modernité a été loué et vanté par des intellectuels, par des écrivains, par des chanteurs, mais avant tout par aussi les politiques. Or, et là c'est dans la période que vous regardez sous De Gaulle, Pompidou et Giscard, vous le décrivez parfaitement, jamais la droite, on pourrait dire une droite de conviction, celle que vous avez jamais cessé de conseiller finalement, jamais cette droite de conviction n'a su résister. Elle a pu au mieux accompagner en douceur les phénomènes brutaux que vous dénoncez. Elle a eu des velléités de résistance. Oui, elle les a eues. Ça me fait une belle jambe, permettez-moi l'expression. Je suis bien d'accord. Mais écoutez, je ne suis pas tendre à l'égard de cette droite-là et je situe bien ses responsabilités. Ces 15 piteuses, c'est correspondent à 15 années du gouvernement de droite, Marcel Budet. Est-ce que je le cache? Au contraire, j'explique pourquoi et comment ça s'est fait. Mais voyez, par exemple, si on votait la loi Neuwirth sur la pilule en 67, qu'est-ce qui se passe? Il y a 68. Et puis, à la Chambre introuvable, élue en juin 68 avec 3/4 de députés gaullistes. Ils sont pris de mauvaise conscience. Ils disent, on a fait une connerie, quoi. Voilà. Et il va falloir 4 ans pour que les décrets d'application de la pilule entrent en vigueur, soient promulgués. 4 ans. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce de remords, de mauvaise conscience qui les habite. En disant, on a trop lâché à la gauche, idéologiquement. On ne sait pas tout ça, ce que ça va donner. Marcellin était à l'époque ministre de la Santé. Il a les rapports des autorités sanitaires qui disent attention pour la pilule. Risque circulatoire, de thrombose, d'accidents cérébraux, risque cancérigène, il faut être prudent. On est d'accord pour faire une expérience sur 2 ans. Et Marcellin lit ça et au Conseil des ministres dit écoutez, nous prenons un risque. Et malgré ça, ce risque, effectivement, sera pris parce que, eh bien, les choix qui ont été faits, même Pompidou, qui aujourd'hui est représenté comme une sorte de parangon, de l'homme de droite, eh bien l'homme Chaban. Et Chaban, c'est un cabinet composé de Laure, de Jean de Gauche, de Nora, qui ont tous ce projet d'anthropofacture, c'est-à-dire on va changer l'homme, on va changer la femme, ça va dans le sens du progrès, en leur lui donnant des libertés nouvelles. Il faut bien comprendre que ces lois dites émancipatrices, ce sont elles qui fondent une rupture, pas simplement anthropologique, mais une rupture dans l'histoire du droit. Jusque-là, le droit, l'usage du droit, c'était pour défendre la société contre les empiétements des individus. Voilà. Et là, avec les lois sur la contraception et l'avortement, eh bien, on change le rapport hiérarchique. Les droits de l'individu surplombent les droits de la collectivité et de la société. On va même lui accorder de nouveaux droits, c'est ce qu'on va appeler l'état de droit, qui sont autant de libertés civiques nouvelles accordées aux individus au détriment de la collectivité. On assiste à une privatisation de la procréation. C'est-à-dire que la procréation n'a plus de dimension sociale. Et c'est très paradoxal et très intéressant de voir que dans le même moment où on n'accouche plus à domicile, mais à l'hôpital, médicalisation de l'accouchement, de l'acte, l'État, donc, s'introduit dans cette procédure qui était la naissance, où il était absent, ça se passait à domicile, et en même temps, il s'intéresse de l'enjeu, c'est-à-dire de la démographie, qui est l'enjeu politique par excellence. Mais en revanche, il vient contrôler l'acte lui-même. Voyez-vous, il y a une appropriation du droit par le moi, c'est-à-dire qu'on apporte des sécurités, des conforts aux individus, quel que soit l'intérêt supérieur, l'intérêt général, le bien commun, qui devient, qui passe au second plan. Si je vous écoute, il y a encore des grandes lois émancipatrices qui sont venues après les années 70. La dernière, c'est la loi concernant le mariage homosexuel. La prochaine, c'est l'euthanasie pour tous, présentée comme une loi émancipatrice, puisqu'elle permettra de mourir enfin dans la dignité. C'est perdu d'avance. Ou c'est gagné d'avance, selon. Ah ben, tant qu'effectivement cette mentalité progressiste prévaut, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas combattre, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être là pour témoigner et dire les choses. Moi, ce qui me frappe, vous voyez, c'est que le débat sur l'euthanasie a été relancé en plein Covid.
C'est-à-dire que c'est toujours l'esprit progressiste, prométhéen. Oui, c'est ça, à la fois Narcisse et Prométhée. Hein, les deux vont ensemble, je le dis dans mon livre. C'est les noces de Narcisse et de Prométhée. Affirmer la puissance théorique de l'homme sur la mort, c'est ça l'euthanasie. Je décide de l'heure où je vais mourir, le suicide assisté. Au moment où le Covid nous ramenait une réalité, c'est que précisément l'homme devant la mort se trouvait faible, désemparé. Il n'y a qu'à voir l'état de panique générale qui s'est emparé, pas simplement de l'État, mais aussi de la communauté nationale. Donc l'homme cherche à réaffirmer une puissance théorique sur des événements qui sont liés à la nature et qu'il ne maîtrise pas. Et c'est pas un hasard si cela vient en sortie de cette crise du Covid. Et on fera toujours le choix qui, en fait, indépendamment des considérations philosophiques, il y aura effectivement des gens qui vous expliqueront qu'il faut donner le droit de mourir dans la dignité. En fait, qu'on va donner le droit à des tiers de juger ceux qui sont dignes ou pas dignes de vivre, en fonction toujours du même critère, finalement. Quand Simone Veil annonce la grande loi d'accompagnement familial pour aider les femmes en détresse, et qu'elle ne la fait pas, elle ne la fait pas pour de multiples raisons. D'abord parce que ça coûte cher. Hein, l'euthanasie, c'est la même chose. Seule la mort est économique. On voit que ce sont les mutuelles qui sont derrière ce projet. On voit quel est l'enjeu, finalement, avec ma génération des boomers. 17 millions de retraités. C'est eux qui font l'élection, on le sait bien. Ils constituent 45% des votants. Parce qu'ils sont civiques, ils vont voter, les boomers. Ils sont là encore pour quelques années. Bien. Puisque, finalement, c'est la classe d'âge qui va jusqu'en 1965. Donc, ils auront 60 ans en 2025. Et il y a une loi, effectivement, qui fait que, qui est bien écrite par Balzac, celle de la rente, c'est que plus on vieillit, plus on est solidaire du système économique et financier qui garantit votre pension, qui garantit votre sécurité financière. Donc, quand on est jeune, on vote à gauche. Et puis, en vieillissant, on vote plutôt à droite. En tout cas, on vote pour la conservation du système en place. Je n'ose pas qualifier de droite le régime que préside aujourd'hui Emmanuel Macron. Vous dites, ce sont des combats perdus d'avance. Est-ce que pour autant, il faut renoncer à les mener? Bien sûr que non. Il faut essayer d'expliquer, il faut essayer de témoigner. Moi, ce que j'essaye de faire avec ce travail de fond, c'est de voir comment s'est opérée cette déconstruction, c'est un mot qui est employé maintenant dans ces milieux de droite, avec un certain fatalisme. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? Quels arguments ont été utilisés pour arriver à ce résultat? Bien, je trouve par exemple un lien évident dans toutes les initiatives qui ont concouru à mettre en place un marché dominateur et ce phénomène de l'appropriation du droit par le moi. C'est l'anticatholicisme virulent de tous ces promoteurs. Voilà. Mais aussi bien dans le milieu politique, dans les milieux d'influence, comme Pierre Simon, la tête de la Grande Loge de France, qui est l'homme de la loi de Wirth et, d'une certaine manière, l'homme de la loi Veil. D'ailleurs, il s'en vante. Le texte a été écrit en loge pour la loi de Wirth, qui dit-il, un franc-maçon sans tablier, jusqu'à Daniel Philippaki, qui est le condisciple de Lustiger, je ne sais plus en quel collège parisien, collège catholique, et qui professe une détestation, une haine du catholicisme, qui l'exprime d'ailleurs, et qui va faire que ça va être l'homme, par exemple, du porno business en France, avec lui, avec l'édition française de Playboy, et d'autres publications de ce type, Union, le magazine des sexualités. Mélie Grégoire, formidable Mélie Grégoire. Son émission RTL, 2 millions de ménagères à 14h tous les jours. Ah, Mélie Grégoire, elle a conçu une haine du catholicisme, elle le raconte d'ailleurs. Elle était dans un milieu hyper catholique, son frère est devenu l'abbé Laurentin, il a été expert au concile, il était chroniqueur au Figaro. Une fois que son père est mort, elle est rentrée en psychanalyse, ça a duré 15 ans, c'est un des psychanalystes les plus chers, les plus courus de Paris, et elle exprime tout ça, c'est le rejet de ce qu'étaient ces mœurs et cette civilisation a été ce qui, chez elle, a été le plus fort. Elle a fait s'engager pour la contraception, pour l'avortement, expliquer aux ménagères qu'il fallait qu'elles aient 3 orgasmes par jour, sinon elles n'étaient pas dignes d'être femmes.
cette je ne parle pas d'anticléricalisme, je parle de haine du catholicisme, de la religion catholique comme système de contrainte, d'oppression, dont il fallait absolument se libérer, et vraiment le fil d'Ariane de tous ceux qui ont été dans tous les domaines, culture, cinéma, chanson, politique, philosophie, à l'origine de cette grande rupture, de ce grand basculement anthropologique. Et vous citez par exemple Tony Duvert, écrivain, qui écrit cette phrase que vous citez, et je trouve qu'elle est intéressante. À 6 ans, le fruit me paraît mûr, c'est un homme, et il n'y manque rien, cela devrait être l'âge de la majorité civile. C'est dans cet esprit-là que ces années se déroulent. Bien connu, Martial Bill, que toute la gauche, ou une grande partie de la gauche intellectuelle, s'est engagée par pétition en faveur de la pédophilie dans les années 74-75, à la suite des écrits de Tony Duvert. Voilà. Dans tout cela, il n'y a pas une certaine contradiction à rechercher des forces, des responsables politiques capables de résister à ces formes d'aliénation, et puis de vous en prendre, dans les entretiens que vous donnez à travers la présentation de votre ouvrage Décadence, à la femme politique que les Français ont choisie pour stopper au mieux le processus de déclin de la nation, de cet effondrement. Moi, je ne saisis pas quel est l'intérêt de s'en prendre à Marine Le Pen, parlons clair. Je ne m'en prends pas à Marine Le Pen. J'ai aucune animosité à l'égard de Marine Le Pen. La presse écrite m'interroge sur ce sujet parce qu'ils m'accordent une certaine expertise. C'est leur problème. Ce n'est pas moi qui vais les chercher ou les draguer, si vous voulez. Et ils me demandent mon avis. Je le donne. Voilà. Autant en 2017, en 2017, après son débat calamiteux face à Macron, j'ai dit attention, Marine Le Pen est loin de disparaître de l'espace politique. Autant je trouve aujourd'hui le triomphalisme dont font montre les élus du Rassemblement national déraisonnable. Pourquoi elle s'appuie sur les sondages? Vous êtes appuyé sur les sondages, vous avez fait faire des sondages. Les sondages donnent 55% pour Marine Le Pen. Les sondages sont des outils de manipulation et de communication. Vous voulez que je vous le dise? C'est moi qui vous le dis. Bien sûr. C'est bon à savoir. Mais bien sûr. Vous nous avez bien trompé sûr. pendant longtemps. Ils reflètent une situation donnée, mais le fait de les publier, c'est de la communication. Je ne dis pas que les sondages sont truqués, je dis que les sondages sont les outils de communication. Marine Le Pen était donnée à 53% contre Hollande en 2015. Hollande n'a pas été condamné, Marine Le Pen a fait 34% en 2017. D'accord? Bon, Marine Le Pen est déjà donnée à 31%. Les sondages donnaient Marine Le Pen entre 45 et 49% durant les 2 années qui ont précédé la présidentielle. Elle termine à 41%. C'est-à-dire au niveau le plus bas, dont aucun sondage ne l'avait crédité. Il y a même un sondage à l'Institut qui la donne à 49% le soir du premier tour. Vous voyez? Donc, la seule réalité, c'est la réalité électorale. La réalité électorale, il y a eu 2 partiels depuis que le mouvement est engagé. Première partielle, le député sortant FN est balayé. La deuxième, il n'accède pas au deuxième tour. On a un deuxième tour gauche-gauche. Je crois que cette séquence favorise la gauche, qui n'a qu'une idée en tête, c'est conserver Marine Le Pen, parce que ils se mettent, c'est leur fantasme, dans l'idée que la seule chance pour d'être élu, c'est d'affronter Marine Le Pen au deuxième tour. Mélenchon le dit, il dit, même une chèvre serait élue contre Marine Le Pen. C'est pas moi qui l'ai dit. Donc, la réalité politique est tout à fait différente. Je crois que Marine Le Pen a fait des choix qui ne peuvent mener qu'à l'impasse, et je vais vous dire pourquoi très brièvement. Et c'est la raison pour laquelle je mets en garde contre la situation actuelle. Marine Le Pen, comme le Rassemblement national, ont besoin d'alliés. Ils ne peuvent pas accéder au pouvoir sur la seule base de la France périphérique, qui d'ailleurs ne vote pour elle qu'un électeur sur 3 des catégories populaires, nous dit la grande enquête la grande étude du CEVIPOF. Il lui faut donc des alliés. Il y a 2 options. Soit on va les chercher à gauche, soit on va les chercher à droite. Par 2 fois, elle a tendu la main aux électeurs des Insoumis. En 2017, en 2022, l'échec était cinglant. 34 et 41%. Et elle a obtenu environ 15 à 17% de voix chez les mélenchonistes du premier tour. D'accord? Voilà. Ça, c'est une stratégie curieuse, d'ailleurs, qui consiste à vouloir additionner les extrêmes. Comme si, le souci de la dédiabolisation, le Rassemblement national ne cristallisait pas certaines peurs, il fallait en ajouter d'autres, en réactivant des vieux mythes ou des vieux fétiches comme celui de la lutte des classes, c'est-à-dire ajouter la perspective d'une guerre sociale à une guerre civile que pourrait engendrer une élection d'un candidat du Rassemblement national. L'autre alternative, c'est chercher des alliés à droite. Jamais, puisqu'elle m'avait sollicité, conseillé à Marine Le Pen d'aller dans cette direction-là, pour 2 raisons. Parce que le rapport de force était inversé en sa faveur. Du temps de Sarkozy, la droite pesait 3 quand Jean-Marie Le Pen pesait 1.
Là, maintenant, quand vous voyez le rapport de force, il est de 2 contre 1 en faveur du Rassemblement national. La deuxième raison, c'est que Marine Le Pen croit que la radicalité est un obstacle pour avoir attiré cet électorat. Pas du tout. On a vu que Zemmour attirait le vote des quartiers bourgeois, les plus bourgeois d'ailleurs. Ça donne 7% en total. Donc les limites du marinisme sont dans les chiffres, les limites du marinisme ne sont pas dans les chiffres. Zemmour 7% à la présidentielle, Marine Le Pen 89 députés. 2 partiels ratés, 89 circonscriptions acquises. Essayons d'avoir un raisonnement cohérent. Marine Le Pen est candidate au 2e tour face à Emmanuel Macron, président impopulaire, aussi impopulaire que Sarkozy, d'accord, qui va se faire battre par Hollande, mais aussi impopulaire. Voilà. Elle fait 41%. D'accord. Et les enquêtes d'opinion nous disent « Ah, les Français ont voté Macron, mais ils ne sont pas contents d'avoir élu Macron. » Effectivement, élection législative 2 mois après, où là, plus question de fond républicain, Macron change d'ennemi, désigne Mélenchon, et il s'agit de battre les candidats insoumis qui deviennent la cible prioritaire. Marine Le Pen n'a plus le monopole de l'opposition au macronisme, et l'antimacronisme devient majoritaire. Ce que Marine Le Pen ne peut pas faire, d'autres formes d'opposition plurielle arrivent à le faire. Qu'est-ce qu'il vous faut comme démonstration supplémentaire de limite du plafond qui est aujourd'hui celui du marinisme, comme vous dites, dans la mesure où, effectivement, on avait un président impopulaire qui a dû être battu, qui est réélu très largement avec 6 millions de voix. Évidemment, aux législatives, quand on a le choix de plusieurs formes d'opposition à Macron, eh bien, le macronisme est balayé. Donc ça, c'est une réalité. Et quant à l'enjeu de 2027, c'est quoi? L'enjeu de 2027, c'est les 10 millions d'électeurs de Macron qui vont se trouver orphelins, libérés. Voilà. Donc, c'est ceux-là, en fait, qui vont désigner quel sera l'adversaire de Marine Le Pen ou du candidat ou du Rassemblement national en 2027. Sachant que les chances des Insoumis et de Mélenchon, tant qu'ils auront la main sur la gauche, sont relativement faibles. Donc, on essaie de nous enfermer toujours dans la même alternative, dont le système sait que c'est sa rente viagère, c'est son assurance vie, quelle que soit la configuration. Donc, je dis, essayons de réfléchir et surtout, prenons les bonnes options. Il y avait une option qui était effectivement de chercher une alliance à droite, d'autant plus importante que là où Marine Le Pen se trompe, elle pense qu'elle est diabolisée à cause de ses idées, enfin de ce qui étaient ses idées ou celles du Front National avant le Rassemblement National. Elle se trompe, le rejet massif des Français vient du fait que le RN n'est pas crédible politiquement, qu'il n'a pas d'équipe pour gouverner, qu'il n'a pas de culture de gouvernement, qu'il n'a pas d'aptitude à gouverner. Ce que la droite ou l'alliance avec la droite pourrait lui apporter précisément et dans une position et un rapport de force qui permettrait au Rassemblement national d'être l'élément dominant de cette alliance. Encore faudrait-il effectivement que la droite soit d'accord, mais même si elle n'est pas d'accord, les électeurs, eux, peuvent faire mouvement et constituer cette force d'appoint. Marine Le Pen a fait le choix d'aller chercher cette force d'appoint à gauche où elle n'existe pas. Je ne pense pas que les banlieues, que la population maghrébine et musulmane soient prêtes à voter pour Marine Le Pen, ce qui constitue les gros bataillons, une partie des gros bataillons du vote insoumis. De même que la bourgeoisie bobo des centres-villes qui vote pour Mélenchon. Les réserves ne sont pas là. Elle a fait un choix stratégique qui est le mauvais choix. Bon, devant ce mauvais choix, je dis les réalités qui sont des réalités de rapport de force en termes de sociologie électorale. Je ne prononce pas de condamnation d'ordre moral, idéologique ou politique. D'ailleurs, je me garderais bien de le faire. Je fais un constat. Autant le fait de dire Marine Le Pen est finie en 2017 me paraissait stupide et excessif, autant le fait de croire que cette gauche et Macron qui cherchent à gonfler Marine Le Pen à l'hélium parce qu'ils la veulent absolument au second tour constitue la perspective politique d'un pouvoir qui suffirait de cueillir est aussi absurde, incohérent et nuisible finalement que d'avoir cru que le Rassemblement national était mort en 2017. Alors d'où nous viendra la Renaissance? Il nous reste 1 minute. D'où nous viendra la Renaissance? C'était une phrase de Simone Veil, oui. En 1 minute, c'était ça qui était amusant. Simone Veil, la grande Kitty, d'où nous viendra la Renaissance? À nous qui avons souillé et vidé tout le globe terrestre. Et vous dites du passé seul? Du passé, non pas par vision passéiste. Par goût, mais non, par goût de la réaction. Je suis réactionnaire, je l'assume. D'ailleurs, je suis tellement réactionnaire, comme disait Léon Daudet, que parfois j'en perds le souffle. Je n'arrive pas à me suivre moi-même. Du passé, non.
comme accumulation d'énergie, comme ressources, comme patrimoine. Je veux dire, une politique, ou la politique, c'est un grand projet. C'est une forme de messianisme. La défense du pouvoir d'achat, ça relève de la gouvernance. C'est pas une forme de messianisme. On s'engage en politique, même d'ailleurs le Parti communiste, qui promettait, des lendemains qui chantaient à la classe ouvrière, d'accompagner de la dictature du prolétariat. C'est-à-dire un projet de civilisation, finalement. Un grand projet politique. On ne peut pas faire de la politique, si vous voulez, en ayant un projet qui réduit à la gouvernance, c'est-à-dire à la satisfaction des seuls besoins consuméristes, qui sont tout à fait importants. Ce n'est pas le problème. Cela relève de la gouvernance. Le choix politique, c'est un choix, au fond, civilisationnel. Insurrection de l'éternel contre le présent. C'est décadence, référence à Gainsbourg, mais pas que. On vient de s'en apercevoir au bout d'une heure de discussion et d'entretien. Merci Patrick Buisson. Merci à vous.